Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. C'est un livre qui vient de sortir et qui fait déjà beaucoup parler et pourtant son titre évoque le non-dit, l'omerta. Silence dans la campagne est le résultat de 7 ans d'enquête menée par le journaliste Nicolas Legendre, une enquête sur l'épopée agroalimentaire bretonne qui a ses réussites indéniables, mais aussi ses victimes collatérales, car le miracle breton, comme on l'a appelé, a aussi un côté sombre, un coût social. Alors peut-on encore aujourd'hui en parler sans être considéré comme un ennemi de la Bretagne? C'est le débat du jour. Bienvenue dans Dimanche en politique. Merci de nous rejoindre. Bonjour Nicolas Legendre. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, votre contradicteur Hervé Leprince, un spécialiste de la communication agricole qui travaille avec les acteurs de l'agriculture conventionnelle, va nous rejoindre. Avant cela, quelques mots sur votre livre. Alors je me suis trompé dans le titre pour présenter, c'est bien Silence dans les champs, publié aux éditions Artaud. C'est un travail au long cours que vous avez mené, 7 ans d'enquête, près de 300 témoignages recueillis, une trentaine d'exploitations visitées. C'est un voyage dans l'histoire agroalimentaire bretonne. C'est aussi une plongée dans le monde de l'agro-business, peut-être aussi une lettre ouverte à tous ceux qui ont participé au miracle breton. Donc nous tous, nous Bretons, finalement, puisque c'est une œuvre collective. Mais d'une certaine façon, oui, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir suffisamment. Il y a eu des dénis collectifs en Bretagne. Donc d'une certaine façon, lettre ouverte, je ne sais pas, moi je dis souvent que je prends la température. Vous avez voulu déconstruire un mythe aussi, celui du miracle breton justement? Des mythes qui sont associés au miracle breton, parce que d'une certaine façon, miracle il y a, si on prend uniquement la question de l'activité économique qui a été induite par cette révolution agro-industrielle. Mais des mythes, oui, bien sûr, qui ont été entretenus au fil des décennies autour de cette agro-industrie, à savoir la révolution agro-industrielle a sorti la Bretagne de la misère, toutes les agricultures peuvent coexister sans problème, l'agroécologie ne peut pas nourrir le monde, etc. Ce sont des mythes qui vont de pair maintenant avec le modèle agricole dominant, qui sont des choses à moitié vraies, à moitié fausses aussi, et qu'on a répétées comme ça, comme des refrains bien souvent. Vous vous considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte? Pas forcément. Je vous disais tout à l'heure que je me considère comme un thermomètre. Voilà, je prends la température. Après, certains le disent. J'ai lu des choses autour du livre disant que j'étais un lanceur d'alerte. Mais on ne va pas jouer sur les mots. Oui, à la limite, si on veut, notamment sur la question de la violence, des formes de violence qui sont associées au développement de l'agro-industrie en Bretagne. Alors, votre travail n'est pas anodin non plus parce que vous êtes fils d'agriculteur. Vous pointez le doigt dans ce livre sur la souffrance, sur des injustices, sur la violence. Vous avez grandi dans la campagne bretonne. Est-ce que vous avez vécu une enfance heureuse, finalement? Oui, très. Très. C'est le paradoxe un peu, non? J'ai des très bons souvenirs. J'ai des très bons souvenirs de mon enfance à la ferme. Ça s'est très bien passé avec mes parents, qui maintenant coulent une retraite heureuse. Seulement, on voyait autour de nous ce qui se passait. C'est-à-dire l'agrandissement perpétuel, la lutte pour le foncier, les rapports compliqués avec les entités agro-industrielles, les rapports de force qui étaient déjà à couteau tiré. Donc on voyait tout ça. Et moi, par la suite, j'ai vu tout ça aussi plus largement à l'échelle de la Bretagne. Alors vous vous considérez finalement comme un lanceur d'alerte, vous venez de nous le dire. Alors des lanceurs d'alerte, il y en a plein d'autres, des agriculteurs, des responsables syndicaux et aussi des journalistes. C'est le cas de Morgane Large qui travaille pour Radio Craze notamment. Elle sillonne depuis des années nos campagnes pour enquêter sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Ces derniers mois, par 2 fois, sa voiture a été trafiquée en mars dernier, lassée par ces intimidations. Notre confrère organise une conférence de presse pour exprimer sa colère. Le reportage de Muriel Le Morvan et Bloën Le Borgne. 2 ans après un premier sabotage, une roue de la voiture de Morgane Large a à nouveau été déboulonnée. C'est pas des gens qui sont prêts à se mettre autour d'une table et à échanger. C'est des gens qui cherchent à faire taire. Une semaine après les faits, la journaliste de Radio Craze, très secouée, a tenu une conférence de presse entourée de ses confrères et employeurs. Il y a la violation de domicile, on vient chez moi, comme la première fois. C'est la même roue comme la première fois. On essaye de faire en sorte que j'ai un accident. Enfin, s'il y a un état de droit, on ne doit pas laisser faire ça. Et puis n'importe qui
peut pas partir au boulot bien dans ses baskets en vivant ce genre de choses. C'est pas seulement Morgane ou RKB qui est touché, c'est la démocratie locale qui est mise en danger. Si on n'a pas le droit de se parler, de se dire les choses, on fait plus société. Le collectif de journalistes d'investigation Splan est solidaire de sa cofondatrice. Une atteinte finalement à une journaliste comme Morgane Large, c'est une atteinte à toute la profession parce que ça crée un climat de peur et d'inquiétude de ne pas pouvoir exercer son travail, de ne pas pouvoir aborder des questions qui sont primordiales comme l'agro-industrie, comme les atteintes à l'environnement ou même comme l'extrême droite. En 2021, grâce à de nombreux soutiens, Morgane Large avait réussi à retrouver suffisamment de sérénité pour continuer à travailler. Cette fois-ci, elle admet que ce sera compliqué. Le fait qu'il y ait eu un non-lieu et qu'on n'ait pas trouvé suffisamment de preuves, ça donne peut-être l'illusion de l'impunité à certaines personnes qui, de toute façon, ne cherchent pas le dialogue. Et on va arriver à ses fins à force. Enfin, moi, là, j'en suis à me dire il faut que je change d'endroit. Je vais aller faire un autre boulot. Je ne me vois pas continuer comme ça. Enfin, j'ai pas envie d'être une martyre de la cause non plus, quoi. Morgane Large a porté plainte et espère que cette fois-ci, l'enquête ira à son terme. Allez, Nicolas, votre contradicteur nous a rejoint, c'est Hervé Leprince. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'agence New Sense, spécialiste de la gestion des crises pour les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. Je précise que vous avez aidé à la création de l'association Agriculteurs de Bretagne. On peut dire que vous êtes plutôt proche des acteurs de l'agriculture conventionnelle. Je travaille régulièrement pour, on va dire, les gens de l'agri et de l'agro. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce qu'on vient d'écouter? Une journaliste qui travaille depuis de longues années sur le monde agricole et de l'agroalimentaire, intimidée à victime d'intimidation à plusieurs reprises. Ça nous dit quoi sur l'ambiance dans nos campagnes? On ne peut pas tout dire aujourd'hui en Bretagne. C'est un peu Dallas, ça y ressemble? Alors déjà, c'est absolument intolérable, insupportable, c'est condamnable à tous les égards et j'espère, alors là, non-lieu sur la première affaire, j'espère que les coupables seront trouvés et puis seront traduits en justice. Ça veut dire qu'il y a un climat quand même, non? Alors, il y a un climat, oui, qui, je trouve, a perdu de l'équilibre, qui tend vers les extrêmes, qui clive, qui crée des camps, et c'est dans ces interstices que se déroulent ces actes délictueux. On n'est plus à l'équilibre, clairement. C'est compliqué aujourd'hui de mener un travail d'investigation dans le monde de l'agribusiness, comme on dit. Ça a été compliqué pour vous. Ça a été long, hein, c'est un long travail d'enquête. Beaucoup de témoignages sous l'anonymat. Ça veut dire quelque chose aussi? Bien sûr que ça veut dire quelque chose. C'est compliqué pour moi. Ça a été compliqué parce que c'était long, parce que ça a demandé du temps pour assembler toutes les pièces du puzzle. J'ai pas eu de menaces, pression, intimidation. Vous faites attention, quoi? Oui, j'ai pris des précautions. Je continue d'en prendre. Je prendrai un exemple. Moi, j'ai des syndicalistes de l'agroalimentaire, d'entreprises connues, de grandes entreprises bretonnes, qui refusent de me parler hors anonymat. Donc ils sont délégués syndicaux, ils ont un mandat qui les protège, et lorsqu'il s'agit de me parler à moi en tant que journaliste des réalités vécues par eux et leurs confrères et leurs collègues sur leur lieu de travail, c'est anonymat obligatoire. Là on se pose des questions, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on en est là? J'ai aussi un certain nombre de paysans qui me montrent des pièces quand je dis des pièces, des documents, sur les pressions qui peuvent être effectuées contre eux et qui refusent absolument de me parler à visage découvert. Hervé Leprince, vous qui travaillez dans la communication, donc qui travaillez sur la transparence, comment on a une certaine opacité aujourd'hui dans certains milieux? Comment vous l'expliquez? C'est pas une opacité, c'est une opposition qui s'est construite entre, allez, on va dire les choses, entre les agriculteurs, les agricultrices et les journalistes, avec un jeu de dupes qui s'est créé au fil du temps. Moi j'ai eu à dénouer ces situations où on m'appelle en disant systématiquement 2-3 fois par semaine. Encore ce matin, il y a un journaliste qui m'appelle, dois-je répondre? Parce qu'en fait, là, si on prend un exemple... On peut répondre à des journalistes, c'est quoi le problème? Non. La question, c'est non. On va regarder qui est ce journaliste, qu'est-ce qu'il a déjà écrit, est-ce que sa plume... En fait, c'est ce que j'appelle le syndrome du texte à trous. Est-ce que le journaliste a déjà rédigé son article et il vient sur le terrain chercher un témoignage qui va remplir les trous de sa démonstration
à charge, pour ne pas dire militante, et c'est la plupart du temps, c'est un peu ça. Donc en arrivant sous un faux prétexte fallacieux souvent, je vais écrire quelque chose sur l'histoire de l'agriculture bretonne, et en fait on se retrouve attaqué, condamné. Donc non, c'est très compliqué. Bien entendu, ça ne me concerne pas puisque je ne agis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça avec mes sources. Vous réduisez en fait le problème dont on parle, qui est un problème de violence systémique, de brutalité systémique en fait, qui est lié de façon consubstantielle à ce modèle agricole, qui est aussi lié à la nature humaine, hein, si on veut. Il me semble qu'on a quand même un problème particulier autour de l'agro-industrie. Vous réduisez ça à une opposition entre le monde agricole et des journalistes. Attendez, moi je vous parle de témoignages. Pour ce qui est des violences, j'en ai une cinquantaine. Et depuis, ils se sont accumulés de paysans, de militants environnementalistes, et de paysans, pas uniquement de la Confédération paysanne, hein, des gens du syndicat majoritaire aussi, ou de militants environnementalistes, de syndicalistes de l'agroalimentaire, de citoyens qui sont dans des collectifs au niveau local, et de journalistes. Donc on ne peut pas réduire quand même cette opposition sourde qui est là dans la société bretonne à une chose entre des journalistes et le monde agricole, à mon sens. Je répondais juste à la question de M. Durand qui me posait la question sur y a-t-il un clivage avec les journalistes? Oui, il y en a un. C'est-à-dire que pour vous, le travail de Nicolas Legendre, là, ça participe à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribashing? C'est simple, hein. Moi j'ai lu avec intérêt les 5 articles du Monde, j'ai lu les différents papiers, interviews, j'ai lu le bouquin, j'ai pris beaucoup de notes, voilà. Et je m'aperçois quand on regarde donc 7 ans de travail, 300 000 personnes qui travaillent plus ou moins directement ou indirectement dans l'agro en Bretagne, 320 000 dans l'article du Monde, 7 ans de travail, 300 personnes, ça donne quoi? Ça donne ça, 3200 salariés et d'agriculteurs ici. Il faudrait à peu près 100 sacs comme celui-ci pour représenter l'entièreté du monde agricole et agroalimentaire breton. Vous en avez pris 300. Déjà, je pense que là, la multiplicité des couleurs, des perles au sens propre au figuré, des petites histoires de fermes, d'emploi, de salariés, de vie, de famille, vous les avez déjà sélectionnés. On voit une couleur face caméra pour voir la proportion, voilà, donc, votre démonstration. Voilà, 320 000, 100 paquets, 300 retenus, 7 ans de travail et un petit collier de 28 perles, puisque c'est les 28 témoignages, trentaines qui apparaissent là. Il y en a 300. Il y en a 300 témoignages. 300, mais 28 ici relatés. Alors, la réponse. Pour moi, il me semble qu'il y a un petit biais quand même que je retrouve dans d'autres systèmes d'interview. Donc on peut effectivement enfiler les perles, on peut aussi regarder les statistiques globales. Voilà. Regardons les statistiques globales. Entre 2010 et 2020, on a perdu 25% de fermes en Bretagne. C'est un processus qui est mondial. On a la profession qui est la plus suicidogène en France. En Bretagne, on est particulièrement concerné par la question du suicide en agriculture. On a une moyenne d'âge qui est de 50 ans. Donc là, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que c'est l'une des professions les plus vieillissantes. On a aujourd'hui seulement 1% des agriculteurs qui ont moins de 25 ans. C'est 8 fois moins que les autres professions en France. On a des agriculteurs qui sont endettés à hauteur de 57% en Bretagne. Alors c'est la face sombre du miracle breton. C'est la réalité du global. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a des gens pour qui ce modèle fonctionne très bien. Parfaitement. Seulement, on a des problèmes et des impasses qu'il faut regarder en face. Et ces chiffres que je viens de donner, ils ne concernent pas des cas particuliers. C'est le global. Donc, à un moment, je veux bien qu'on cherche des moyens pour dire, etc. On regarde les cas qui posent problème, etc. Enfin bon, dans ces cas-là, expliquez-moi ces chiffres, quoi. Alors justement, Hervé Leprince, on a parlé du miracle breton, justement. Il est décrit, hein, il y a des réussites indéniables aujourd'hui dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture bretonne. Il y a des dynasties, il y a des grands groupes qui travaillent maintenant même à l'international. Je regardais le revenu moyen annuel d'un agriculteur aujourd'hui en Bretagne, c'est 20 000 € annuels. C'est peu finalement par rapport à ce qu'on présente comme un miracle breton, non? Alors ce que donne l'INRA, j'ai regardé les chiffres. C'est l'INSEE. Alors moi, c'était l'INRAE qui, c'est dans une présentation récente qui dit que en fait les salaires en France, j'ai pas regardé sur la Bretagne, j'ai pas ces chiffres-là, vont de 18 000 €, ce qui est très peu, on est d'accord, pour le travail fourni, beaucoup d'heures par semaine, jusqu'à 50 000 €, et ça c'est selon les différentes. C'est quoi la proportion aujourd'hui des agriculteurs qui vivent bien
du système et ceux qui vivent mal? Honnêtement, c'est très difficile à dire parce que le revenu agricole, il est très difficile à évaluer de façon précise, sachant qu'il y a beaucoup de critères. Moi, ce que me disent des sources qui sont Solidarité Paysans, l'association qui accompagne des paysans en difficulté, et des gens qui sont statisticiens, statistiques agricoles, alors eux-mêmes ne savent pas très bien, mais entre 20, 30, peut-être 40%, et je prends des grosses pincettes pour qui ça fonctionne bien, voire très bien. Voilà. Et je prends des pincettes. Hervé Le Prince, on a le sentiment qu'aujourd'hui, le système, il y a un côté rouleau compresseur. Il y a ceux qui s'en sortent, et puis pour ceux qui ne s'en sortent pas, bah, tant pis, quoi. C'est la fameuse phrase d'Alexis Gourvenec, qui est citée dans le livre de Nicolas. En gros, pour résumer, les minables, on ne s'en occupe pas parce qu'il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. C'est un peu encore ça aujourd'hui, non? Alors, j'ai bien lu ce qui était l'attaque sur Alexis Gourvenec, qui était quand même. Vous en pensez quoi, justement moi, alors j'ai lu avec intérêt, j'ai redécouvert aussi un certain nombre de points de l'histoire. Mais je compare ça avec les agriculteurs avec lesquels je suis en contact toutes les semaines, donc dans différentes organisations. Voilà. Et en fait, à la lecture des articles du Monde, parce qu'on ne s'est pas revu depuis que le livre est sorti assez récemment, mais en fait, la phrase qui revenait, c'était « c'est pas mon histoire ». C'est comme si, en fait, il y avait deux agricultures en France, quoi, ou en Bretagne, celle que vous êtes allé chercher, là. Et moi, j'en côtoie une autre qui est plutôt ici, variée, diverse, plutôt fière de ce qu'elle fait, qui sait que, voilà, elle aurait peut-être des revenus supérieurs sur d'autres métiers, mais qui est très fière de faire ce métier, qui lui trouve du sens, qui lui revendique ce droit à avoir un certain nombre d'heures de travail, d'être son patron, de travailler sur le vivant, d'être dehors en permanence, bref, avec un certain nombre de qualités, de participer au développement d'une Bretagne plutôt dynamique. Nicolas? Si Monsieur Le Prince parle des agriculteurs qui sont peut-être membres d'Agriculteurs de Bretagne, l'association que vous avez contribué à mettre sur pied, effectivement, il est probable qu'ils soient fiers de leur métier, mais tous les agriculteurs, globalement, sont fiers de leur métier. Tous ceux que je rencontre, qu'ils soient en difficulté ou pas, sont assez fiers de leur métier. Et d'ailleurs, les sondages montrent que les Français sont très attachés à leurs agriculteurs, etc. Ça, c'est une tarte à la crème maintenant. Mais 91% dans le dernier sondage que l'on a fait pour le collectif des omnivores, 91%. Beaucoup, Donc en fait, on était plutôt vers 75% et en fait, ça a tendance à augmenter en ce moment. Mais le problème n'est pas là, en fait, à mon sens. Je reviens aux chiffres que je donnais tout à l'heure et puis aux témoignages qui sont donnés dans le livre, dont on pourra dire que certains sont anonymes, mais pas tous. Pour certains, il y a des visages découverts et puis il y a des éléments aussi de preuves qui sont en ma possession. J'aimerais, moi, qu'on parle de ça. C'est-à-dire que moi, je vous dis, voilà cette réalité, voilà les dommages collatéraux de ce système. Et vous me dites, mais moi, je vois des agriculteurs pour qui ça va très bien. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont été torpillés, de ceux qui ont été mis de côté, de ceux que Gourvenec appelait les minables, de cette violence qui s'exprime dans les témoignages, de cette douleur, en fait. C'est parce que c'est beaucoup de la douleur. Moi, j'ai eu des gens en pleurs, si vous voulez. Je reçois des messages aujourd'hui tous les jours depuis la parution du livre qui sont extrêmement émouvants, de gens qui me parlent de la façon dont leurs paysages ont été transfigurés, de leurs difficultés aussi dans le monde agricole. Alors, je pense qu'il y a une... Où est l'esprit coopératif? Où est l'esprit de solidarité? Parce qu'on a l'impression aussi... Alors moi, quand je lis ce livre aussi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une jungle aussi. C'est un peu le chacun pour soi, c'est un peu marche ou crève. L'esprit coopératif des années 60, il est où aujourd'hui? Alors déjà un point, n'oublions pas, ce sont des entreprises à structure familiale. Moi j'ai connu un peu ça quand j'ai travaillé pour les commerçants et travaillé pour les artisans. Et on ne peut pas comparer, on a sans doute un modèle de référence qui est l'entreprise, ou qui est un système complètement différent. Donc n'oublions pas, ce sont des gens qui sont un peu plus exposés à la globalisation des marchés, qui peuvent être assez durs, avec des aléas assez forts, d'amplitude assez forte dans le monde de l'agriculture, et donc ils sont pour moi assez exposés. Alors, regardez le dessin de Loïc Schwartz, le dessin qu'il nous a préparé cette semaine. On voit un agriculteur en colère là, qui met dans une fosse à lisier des commerçants de phytosanitaires ou de banques, parce que on a l'impression que l'agriculteur aujourd'hui aussi pieds et mains liés avec sa coopérative, avec les banques. Il y a un très très fort taux d'endettement aujourd'hui dans les exploitations bretonnes. 57%, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. On a l'impression que c'est plus forcément un chef d'entreprise qui maîtrise son destin aujourd'hui, un agriculteur. Il y a un système qui est en place. Alors oui, on pourrait toujours le faire évoluer, mais comme il y a eu un intervenant
le patron du groupe Andros, qui est venu à l'Assemblée générale d'agriculteurs de Bretagne il y a quelques semaines et qui nous a dit, écoutez, l'agriculture bretonne comme française ne pourra pas faire l'économie de la performance. En fait, on est sur un marché, effectivement, où il y a besoin de performance qui explique peut-être ces difficultés. Ça fait sourire Nicolas Legendre. Est-ce qu'on parle de performance ou est-ce qu'on parle de loi de la jungle économique ? Parce que tout ça, effectivement, cette réalité-là, elle n'existe pas si on n'a pas inclus l'agriculture dans le domaine de la guerre économique, finalement. Donc, est-ce qu'on parle d'être... Moi, je connais plein d'agriculteurs qui sont économes sur leur ferme, autonomes, qui travaillent avec des systèmes qui respectent, voire qui régénèrent le vivant autour d'eux, et qui sont très productifs. Et qui se tirent de bons revenus. Je dis pas pour autant que c'est simple, etc. Mais donc, en fait, il faut voir quelles sont les règles du jeu. On ne fera pas l'économie d'être performant, bien entendu, non, mais à quel prix? Et surtout, en fait, pour qui? Pour enrichir qui et quoi et pour aller où? Je pense que ce sont les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut enrichir des fabricants de pesticides de synthèse ou bien les agriculteurs? Alors justement, transition toute faite pour évoquer la dernière partie de l'émission. On parle encore aujourd'hui du modèle agricole breton, mais est-il perfectible et surtout existe-t-il une autre voie possible? On va redonner justement un coup de projecteur sur un programme baptisé Terre de Source. Il réunit une centaine d'agriculteurs qui revoient leur méthode de production, par exemple en diversifiant leur culture ou en élevant un cheptel sans antibiotiques. Dans le bassin rennais où il est appliqué, 70 communes ont décidé de soutenir ce programme. Objectif, rallier un quart des exploitations du territoire d'ici 7 ans. Regardez ce reportage. Ces cochons bretons sont bien différents des autres. Ils sont élevés sans antibiotiques, ici pas d'OGM, ils mangent français, l'éleveur les fait grandir sur paille et ils ont plus d'espace. En termes de place, les cochons ont à peu près 2 fois plus d'espace disponible. À sa reprise de l'exploitation il y a 1 an, Jean-François Vielle a décidé de presque tout changer. J'ai eu des démarches par rapport à l'agroécologie. Je voulais donner du sens à l'exploitation. Je voulais produire moins, mais mieux. Surtout, sur les 75 hectares de son exploitation, il a diversifié les cultures, une solution pour préserver la biodiversité. Avant, ici ne poussait presque que du maïs. Aujourd'hui, il sème du tournesol, du trèfle, du colza et du sarrasin. Comme lui, près de 120 agriculteurs sont en train de radicalement changer leur méthode de production. Un objectif commun, rejeter de moins en moins de pesticides dans les eaux du bassin rennais pour améliorer leur qualité et protéger les espèces vivantes. Immédiatement, quand on rentre dans la démarche, on doit abandonner les pesticides qu'on retrouve le plus dans l'eau, par exemple, et on doit aussi abandonner les antibiotiques en préventif quand on est dans l'élevage, ou on doit arrêter les légumes qui sont en contre-saison quand on est sur cette filière-là. Sur le fleuve la Vilaine, voici l'un des plus vieux moulins de France. Emmanuel Pivant a rejoint ce projet il y a 2 ans. Il achète ses nouvelles récoltes de blé aux agriculteurs locaux pour le revendre aux restaurateurs du coin. L'ambition, c'est qu'un quart des exploitations du territoire intègrent d'ici 2030 ce programme. La farine Terre de Source. Appelé Terre de Source. Ça permet de manger cette galette à Rennes ou en périphérie avec un blé noir ou un blé tendre issu de quelques kilomètres. Parfois, on a une ferme qui est à 5-10 km du restaurant ou de la crêperie. C'est génial. Demain, ce sera toute une filière qui sera construite. Donc, céréales, maraîchage, légumineuses, élevage. Une filière dont les débouchés sont assurés dans les cantines et EHPAD. 70 communes autour de Rennes se sont engagées à acheter ces produits. Il faudra plusieurs années avant d'en voir le résultat sur l'eau et la biodiversité. Hervé Leprince, est-ce que vous pensez que ça pourrait être, à court terme ou à moyen terme, le modèle dominant pour la Bretagne? Alors, j'apprécie que ça soit fait. Il faut de la diversité dans la production agricole, agroalimentaire, et c'est top qu'il y ait ce type d'expérimentation. Mais ça ne doit pas être le modèle dominant. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. C'est en fait, on a une diversité, et en fait, on produit avec de la diversité, et parce que les Français consomment avec de la diversité. Le poulet fermier le midi, le sandwich avalé à la gare le lundi soir en rentrant, etc. Donc, et aujourd'hui, on se rappelle quand même
même, quand on a une inflation qui va s'établir une inflation alimentaire autour de 16-17% en 2023, est-ce que les Français, est-ce que les Bretons vont être capables d'acheter, de se payer cette qualité, cette montée en gamme qui pose question aujourd'hui? On l'a vu avec un certain nombre de magasins Biocoop à Rennes, avec cet arrêt du bio, avec des drames derrière, parce qu'un certain nombre d'agriculteurs s'étaient convertis au bio. Donc voilà, pas de chapelle, c'est complexe. Revenons à un équilibre. Alors, il n'empêche, Nicolas Legendre, vous expliquez qu'il y a eu un plan de stratégie agricole 2019-2025 présenté par les responsables agricoles, présenté devant la presse. En gros, qui dit voilà, moins d'intrants, des productions, moins de cheptel, en gros la sobriété, en gros la victoire d'André Pochon face à le modèle prôné par Alexis Gourvenec. Mais ce programme-là a été battu en brèche. Il a en tout cas il y a eu un travail de sape. Un peu de plomb dans l'aile. Il y a du travail de sape et ça fait 40 ans en fait qu'il y a du travail de sape. Ça fait 40 ans qu'il y a des initiatives qui sont torpillées, alternatives. Ça fait 40 ans qu'il y a des élus qui émettent des voix discordantes qui sont torpillées en Bretagne. Donc cette réalité-là, il faut la savoir. C'est une donnée de l'équation qui est importante. On parlait de cohabitation des modèles. De quoi est-ce qu'on parle? En sachant que vous disiez en substance, il faut produire de l'alimentation pour tout le monde. Mais l'alimentation pas chère, on la paye 3 fois. On la paye au supermarché, on la paye pour la dépollution et on la paye en payant la PAC. Et c'est nous tous qui payons cette alimentation dite pas chère. Alors oui, c'est mondial. Oui, on a des concurrents, etc. Mais est-ce qu'on veut produire pour s'inscrire tout ou partie dans cette concurrence mondiale, ou est-ce qu'on veut produire pour avoir notre autosuffisance alimentaire, un terme qui est à la mode en ce moment, et pour protéger, voire régénérer nos écosystèmes? Je fais juste un aparté sur l'étude qui est tombée hier, moins 50% d'oiseaux dans les zones agricoles en France depuis 1980. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'impasse sociale qui va nous obliger à changer, ce sera l'impasse environnementale. Il y a un vrai problème là aujourd'hui, et le réchauffement climatique notamment, qui va bouleverser aussi les pratiques de l'agroalimentaire. Simplement, dans l'histoire des organisations humaines, il y a un agenda écologique militant qui dit, sur un claquement de doigts, on doit changer ces modèles. Quand vous avez investi 1 million à 3 millions sur une ferme, eh bien, ce claquement de doigts, en quelques semaines, on ne va pas le changer. Donc, effectivement, ça frotte, ça gratte, c'est normal. Pour autant, je pense que les agriculteurs sont aujourd'hui engagés dans des transitions, décarbonation, sol, préservation de l'eau. Moi, j'ai confiance dans ce système que vous décrivez. Et qui vous fait vivre. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Nicolas Legendre, Silence dans les champs, publié aux éditions Artaud. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site web. Pour les 2 week-ends qui vont suivre, pas de dimanche en politique, mais même heure, même chaîne, du tennis à la place avec le tournoi de Roland Garros. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche. Tout de suite, l'édition de la mi-journée.